Donc dossier numéro 3. Donc cette fois, il s'agit d'une femme de 33 ans qui est antillaise, dont on vous dit qu'elle a des douleurs nocturnes des mains et des poignets, avec un dérouillage matinal prolongé, avec des signes généraux, puisqu'elle a de la fièvre à 38, une altération d'état général, et qu'elle a perdu 4 kg. L'examen clinique de cette patiente vous montre qu'elle pèse 50 kg pour 1,65 m, qu'elle a des douleurs articulaires mais sans synovite. Et quand vous faites un examen général, vous notez la splénomégalie à 2 travers de doigts et des signes cutanés sous forme d'un érythème périinguéal et de la pulpe des doigts. On vous donne également les examens biologiques. Vous voyez qu'il y a une discordance entre la vitesse d'alimentation qui est très élevée, 90 mm, et la CRP qui n'est pas très augmentée à 6 mg par litre. Par ailleurs, vous avez une anémie, probablement inflammatoire, normochrome, normocytaire régénérative. Et vous êtes étonné également par le chiffre bas de globules blancs et le chiffre bas de plaquettes, respectivement 3600 et 100 000. Alors, quel est le premier diagnostic à évoquer, sur quels arguments? Bien entendu, il s'agissait d'un tableau de lupus érythémateux aigu disséminé ou systémique, lupus érythémateux aigu systémique ou disséminé. Les arguments, c'est le terrain, femme, 2 points. Le lupus, c'est 9 femmes pour un homme, grossièrement. Ils sont souvent des femmes jeunes, âgées de 20 à 30 ans. Je m'aperçois ici que j'ai oublié de marquer comme élément évocateur le fait qu'elle était antillaise. Vous savez que le lupus est bien plus fréquent dans la race noire que dans la race blanche. Donc j'aurais pu accorder des points au terrain antillais. Dans le lupus érythémateux disséminé, il s'agit plus souvent de polyarthralgie ou de polyarthrite sans synovite. Les signes généraux sont quasi constants, fièvre, altération d'état général. Et ce qui va vous orienter très vite vers le diagnostic, c'est la présence de signes cutanés sur lesquels on va revenir, notamment l'érythème périinguéal, ce qu'on appelle le signe de la manucure, et l'érythème de la pulpe des doigts, la pulpite, parfois sensible. Vous avez également des signes extra-articulaires, extracutanés, sous forme d'une splénomégalie. Et puis, particularité aussi du lupus, l'augmentation de la vitesse d'alimentation, alors même que la CRP n'est pas très augmentée. Bon, elle peut être un peu augmentée, mais pas au niveau de la VS habituelle. Et puis, la cytopénie, anémie, leucopénie, thrombopénie. Il est peu probable qu'au concours, on vous présente un dossier de lupus où il y aurait des globules blancs élevés ou des plaquettes élevées. À ce moment-là, vous devez vous méfier. Vous êtes probablement en train de vous tromper de diagnostic. Question 2. Quelles sont les autres manifestations cutanéo-muqueuses absentes de l'observation à rechercher de principe? Cette question elle est intéressante pour rappeler les mots-clés d'un dossier lupus. On va voir que le dossier lupus peut vous être posé pour des tas de dossiers cliniques du concours. On va voir ça dans les complications de lupus. Et donc, pour vous orienter vers le lupus, on est obligé de vous donner quelques signes fonctionnels qui vous fassent penser à la maladie. Alors, si on vous dit qu'il y a un vespertilio, c'est-à-dire le masque en loup, le diagnostic sera facile pour tout le monde. Et donc, c'est un mot qui n'est pas très facile à mettre dans un énoncé, sauf à rendre le diagnostic évident. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question sur les manifestations cutanées, car il y a des mots-clés qui peuvent vous orienter vers un lupus. Par exemple, en présence d'une phlébite chez une femme jeune, d'un AVC chez une femme jeune, d'une endocardite, etc. Alors, les lésions buccales érosives font partie des critères de la maladie, mais bon, ce n'est pas très facile de rapprocher d'un lupus l'existence de lésions buccales érosives. Donc, ce sont d'autres mots-clés, non pas tant les lésions lupiques spécifiques que leur phase d'exposition, leur photosensibilité. C'est-à-dire que les lésions lupiques apparaissent au soleil, sont favorisées par l'exposition solaire. Et si on vous dit qu'une femme jeune qui a telle ou telle manifestation présente une photosensibilité, vous devez tout de suite penser à la possibilité d'un lupus. Donc j'insiste vraiment sur ce mot-là. Alors que les lésions spécifiques du lupus,
qu'elles soient aiguës, subaiguës ou chroniques, pratiquement n'ont pas beaucoup d'importance pour un dossier clinique sur le lupus. D'autant que certaines d'entre elles, comme le lupus discoïde, sont rarement associées à des manifestations systémiques. J'insiste aussi sur les lésions lupiques non spécifiques, le syndrome de Raynaud, plus que l'urticaire, syndrome de Raynaud qui va orienter vers certaines connectivites, le livédo, qu'on pourra avoir aussi dans une périartérite noueuse, et surtout l'alopécie. Si on vous dit que cette femme jeune a une alopécie diffuse ou par plaque, vous devez penser au lupus érythémateux disséminé en présence d'une complication systémique. Donc je répète, photosensibilité, alopécie, syndrome de Raynaud sont des mots qui doivent attirer votre attention sur l'éventualité d'un lupus érythémateux disséminé. Donc voici la question 3, où on vous demande les examens immunologiques spécifiques pour confirmer le diagnostic de lupus. Alors, les mots-clés doivent être connus. Essentiellement, les anticorps antinucléaires. Ce qu'on appelait avant les facteurs antinucléaires, quand on ne savait pas que c'était des anticorps. Alors, je vous rappelle que la technique de recherche, c'est l'immunofluorescence indirecte sur coupe de foie de rat, sur cellules HEP. Donc, c'est une technique de débrouillage. On vous répond positif, négatif, et si c'est positif, on vous donne un titre ou une dilution. Dans le lupus, il y a toujours des anticorps antinucléaires. Au concours, vous n'aurez pas un seul dossier de lupus où on vous mettra facteur antinucléaire négatif. Ce n'est pas possible. Donc, le problème de ces anticorps, c'est qu'ils sont très sensibles, puisque négatifs, ils éliminent le lupus. Par contre, ils sont peu spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dossier, comme je vous l'ai montré, de polyarthrite rhumatoïde, avec des anticorps antinucléaires. On peut avoir, même dans une endocardite, des anticorps antinucléaires, en général à un taux faible. Si les anticorps antinucléaires sont positifs, à ce moment-là, le laboratoire est tenu d'en préciser le type, c'est-à-dire de rechercher des anticorps anti-DNA natifs et des anticorps anti-ECT. Les anticorps anti-DNA natifs vont donner un aspect de fluorescence plutôt homogène et périphérique. Les anticorps anti-ECT vont donner un aspect plutôt moucheté en immunofluorescence. Alors, le mot-clé, les deux anticorps spécifiques du lupus sont les anticorps anti-DNA natifs et les anticorps anti-SM. Les autres anticorps sont peu spécifiques. Les anticorps anti-DNA natifs vont être recherchés par plusieurs tests. Soit on fait un test de phare, qui est un test radio-immunologique, soit on fait un test d'immunofluorescence sur Clytidia luciliae, qui est une libellule, soit on fait un test en ELISA, enzymatique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces anticorps anti-DNA natifs sont très spécifiques du lupus, mais par contre, ils sont présents dans 70% des cas, donc pas dans 100% des cas, et donc au concours, vous pouvez avoir des lupus sans anticorps anti-DNA, si vous ne pouvez pas avoir de lupus sans anticorps antinucléaires. Alors ensuite, les anticorps anti-ECT, on va les dépister de plusieurs sortes. Les plus spécifiques mais peu fréquents, c'est 20-30% des cas, ce sont les anticorps anti-SM. Les anti-RNP ne sont pas du tout spécifiques du lupus. Je vous rappelle qu'ils sont très fréquents, quasiment 100% des cas, dans le syndrome de Sharp, connectivite mixte. Les anticorps anti-SSA et SSB sont évocateurs d'un syndrome de Gougerot-Sjögren et parfois associés au lupus. Enfin, les anticorps anti-histone se rencontrent dans le lupus, certes, mais aussi dans le lupus induit par des médicaments. Les anticorps antinucléosomes sont des anticorps possiblement rencontrés dans le lupus qui rejoignent les nucléoprotéines et les centromères. Question numéro 4. La patiente vous rapporte qu'elle est depuis 2 mois sous une contraception œstroprogestative au décours d'une seconde fausse couche spontanée. Quel examen paraclinique vous semble-t-il nécessaire? Alors vous avez tous bien sûr répondu qu'il s'agissait d'un syndrome des antiphospholipides secondaires au lupus, le SAPL qui est une nouvelle question du programme, SAPL. Ce syndrome des antiphospholipides, théoriquement, on le discute quand il y a eu 3 fausses couches spontanées ou quand il y a eu une mort in utero. Ici, je faisais état de 2 fausses couches spontanées.
Alors en toute pureté, vous allez me dire non, ça n'est pas un SAPL. Eh bien, je vous dirais qu'il faut au concours raison garder et que si on vous décrit un lupus et qu'on vous parle de fausse couche, vous devez mettre SAPL de façon systématique. Et j'ai fait exprès de ne pas être rigoureux. Alors, comment confirmer le diagnostic de SAPL? Déjà par le bilan d'hémostase, le TCA, à la recherche du mot-clé. Le mot-clé, c'est anticoagulant circulant de type lupique. À la recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique. Le TCA est allongé chez la patiente et ce TCA n'est pas corrigé quand on rajoute du plasma normal. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose dans le sérum qui empêche la coagulation. C'est donc bien un anticoagulant circulant. Et de type lupique, parce que c'est un anticoagulant circulant de type antiprothrombinase, c'est-à-dire qu'il intervient sur la phase terminale de l'hémostase, de la coagulation. C'est bien l'anticorps antiprothrombinase. On a un autre moyen de confirmer ce diagnostic, c'est la recherche en ELISA par une technique enzymatique directe d'anticorps anticardiolipides. Cette présence d'anticorps anticardiolipides, faites attention, elle n'est pas constante dans le lupus, bien sûr, mais elle n'est pas non plus spécifique. C'est-à-dire qu'on peut très bien développer des anticorps anticardiolipides à l'occasion d'une infection virale ou d'une maladie quelconque à un taux faible. Donc il va falloir contrôler cette positivité sur un deuxième prélèvement à distance pour que ça ait une signification. On va également rechercher un type d'anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, technique de recherche qui est intéressante pour confirmer le diagnostic de SAPL d'origine lupique, alors qu'on fera beaucoup moins aujourd'hui les fausses sérologies syphilitiques pour confirmer le diagnostic. Le VDRL est une technique qui utilise des phospholipides du tréponème pâle, des phospholipides. Donc le VDRL peut être faussement positif, alors que les tests spécifiques de syphilis, comme la TPHA, vont rester négatifs. Donc voilà les moyens de confirmer le diagnostic de SAPL au cours du lupus. Alors on vous parle des résultats du bilan biologique rénal en vous disant qu'il y a une créatinine à 110, une protéinurie à 2 grammes, une hématurie à 200 000 par millilitre. Quel examen devez-vous pratiquer avec quelle précaution? Énumérer les atteintes rénales possibles. Donc, l'examen à faire, c'est la ponction biopsie rénale. Il faudra préciser qu'on demandera un examen anatomopathologique, à la fois en microscopie optique et en immunofluorescence. En général, quand le taux de plaquettes le permet, on le fera par voie percutanée. Si le taux de plaquettes est bas et qu'on est obligé de faire une PBR, on la fera par voie transjugulaire. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une néphropathie glomérulaire lupique. Et vous pouvez avoir un dossier entier sur le lupus portant sur la néphrologie, car le lupus peut donner tous les types de néphropathie glomérulaire, du type 1 au type 5, des lésions glomérulaires minimes jusqu'à la glomérulonéphrite extracapillaire diffuse, en passant par la GEM, la hyalino-segmentaire effrocale et la membrano-proliférative. Donc ça peut être un vrai dossier de néphrologie que je suis sûr que vous allez traiter en néphrologie. Donc cette biopsie rénale, elle est intéressante à visée pronostic, mais il y a des précautions à prendre chez un malade lupique. Il faut contrôler la pression artérielle. En effet, en cas de néphropathie, la tension artérielle est souvent élevée. Une hypertension artérielle peut favoriser la survenue d'hématomes. Il faut être certain qu'il y a 2 reins fonctionnels. Donc, vérifier la créatinémie, ce qui a été fait, et faire une échographie rénale pour être sûr qu'il n'y a pas un rein totalement atrophique qui contre-indiquerait la ponction rénale. Il faut être certain que le geste va être sans danger sur le plan infectieux, donc vérifier par un ECBU qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Il faut faire et refaire un bilan d'hémostase. Je vous rappelle qu'il y avait un risque d'augmentation du TCA, qu'il y avait une thrombopénie associée. Il faut être certain qu'on ne risque pas, de façon trop importante, une hémorragie. Et en parlant d'hémorragie, 2 choses que vous avez peut-être oubliées, mais qui est important comme précaution devant tout geste biopsique et agressif, être certain qu'on a bien dans le dossier une carte de groupe Rhésus-RAI, et puis informer la patiente sur le risque hémorragique du geste agressif, donc l'informer sur les risques de saignement ou d'hématome possibles.
Quels sont les éléments de la surveillance de la maladie? Sans insister bien sûr sur la surveillance du traitement, en sachant qu'on on aura du mal à vous demander de traiter une malade aussi compliquée avec un lupus, des tas de manifestations de SAPL, de néphropathie, etc. Bon, je pense qu'il faut être relativement rapide là-dessus. On va faire une surveillance clinique, c'est sûr, sur les signes fonctionnels, les signes physiques, disparition des douleurs articulaires, que devient la splénomégalie, que deviennent les signes cutanés. Bon, je ne l'ai pas coté parce que c'est évident. Et au départ, cette patiente, on va la surveiller comme l'huile sur le feu, en la voyant tous les mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois. Les échelles d'activité de la maladie, ça se rapproche de ce qu'on a vu pour la polyarthrite rhumatoïde avec le DAS28, ou dans la spondylarthrite ankylosante avec le BASDAI, avec des index d'activité que je vous demande de ne pas retenir. Par exemple, le SLEDAI, Systemic Lupus Erythémateux Disease Activity Index. Des échelles de qualité de vie, une appréciation. Et puis un suivi cardiovasculaire dans le cadre du lupus. Le suivi rénal, nous avons vu qu'elle avait une néphropathie glomérulaire probable. Et bien entendu, il faut qu'à chaque consultation, on ait une idée de sa protéinurie, éventuellement par la bandelette urinaire. La surveillance paraclinique maintenant, surtout le syndrome inflammatoire. Alors, c'est la VS le plus important, parce que je vous rappelle que dans le lupus, la CRP reste normale, mais la CRP va être surveillée pour dépister une complication, par exemple une infection. Et dans le lupus infecté, on aura une augmentation de la CRP. Donc, on va surveiller à la fois la VS et la CRP. On va voir ce que devient le chiffre de plaquettes, de globules blancs, d'hémoglobine, donc surveiller NFS plaquettes. Et puis tout ça pour dire que dans ce dossier précisément, il est indispensable de suivre de près la fonction rénale par un bilan fonctionnel, ionourée-créatinine, par le taux d'albumine, la protéinurie et le CBU. Qu'en est-il sur le plan immunologique? Sur le plan immunologique, l'essentiel du suivi repose sur le complément. Le complément sérique se normalise en dehors des poussées lupiques, en dehors du cas très rare quand même, où le lupus est associé à un déficit congénital en un des composants du complément. C'est rare, mais ça existe. Donc, un des moyens de vérifier que le lupus est en rémission, c'est de contrôler le taux de complément qui se normalise. Il en est de même des anticorps anti-DNA qui, lors des phases de rémission, ont tendance à se négativer, alors que les anticorps antinucléaires restent constamment positifs, même lors des phases de rémission. Question 7. Énumérer sans les décrire les principales complications de la maladie en dehors des complications du traitement. Alors, on pouvait passer des heures sur cette question-là. J'ai pensé que pour des étudiants de D3, c'est très important d'avoir le plan des complications possibles dans le lupus. Et encore, j'ai simplifié, car on pourrait en écrire des pages et des pages. Je vais insister sur ce qui est le plus sortable, pour que vous compreniez, à chacun de ces mots peut s'associer un dossier chez une femme jeune qui va se rapporter au lupus à partir du moment où on va vous donner 2-3 signes d'orientation, comme par exemple une photosensibilité, une alopécie, une thrombopénie, des signes cutanés, une splénomégalie. Donc voilà la liste des complications du lupus, et encore une fois, elle est simplifiée. D'abord, les complications rhumatologiques, elles sont souvent inaugurales. Il y a à long terme la possibilité d'un rhumatisme déformant, dit rhumatisme de Jacou, avec des déformations liées surtout à des atteintes tendineuses, alors que les arthrites chroniques destructrices sont très rares au cours du lupus. Ce n'est pas comme une polyarthrite rhumatoïde. En ce qui concerne les complications cardiovasculaires, on a plusieurs cas qui sont déjà sortis, notamment la péricardite isolée chez une femme jeune, l'insuffisance coronarienne plus rarement, l'endocardite, j'allais oublier, l'endocardite de Lehmann-Sachs, qui est un dossier sorti au concours, et devant une femme jeune qui a un souffle cardiaque et de la fièvre, vous allez bien sûr évoquer une endocardite bactérienne, mais le principal diagnostic différentiel est l'endocardite de Lehmann-Sachs, du lupus, avec parfois des anomalies échographiques, avec de la fièvre, une altération générale, une splénomégalie, un tableau qui évoque complètement la possibilité d'une endocardite. A contrario, dans l'endocardite bactérienne, vous pouvez très bien avoir parfois des anticorps antinucléaires, vous pouvez avoir des manifestations cutanées, une atteinte rénale, qui peuvent faire évoquer un lupus. Je ne reviendrai pas sur le phénomène de Raynaud, qui est une nouvelle question du programme,
acro-syndrome au froid, syndrome de Raynaud, pensez à un lupus. L'hypertension artérielle chez une femme jeune peut être en rapport avec une néphropathie lupique. Je n'ai pas revu, bien sûr, les complications rénales du lupus qui faisaient l'objet d'une question antérieure. J'insiste sur les thromboses veineuses, phlébite, embolie pulmonaire chez une femme jeune, pensez au lupus, faire un dosage des anticorps antinucléaires. Les thromboses artérielles, on y reviendra. Les thromboses utéro-placentaires, on en a parlé dans le cadre des fausses couches, et du SAPL. Troisième chapitre, les complications respiratoires, en insistant sur la pleurésie, plus que sur la pneumopathie lupique. Pleurésie chez une femme jeune, sans grand signe associé, vous allez bien sûr penser aux infections, mais vous devez rechercher un lupus érythémateux disséminé. Complications osseuses, c'est déjà sorti, l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Dans le lupus, elle est favorisée par le lupus, bien sûr, par le SAPL, qui favorise les thromboses intravasculaires, mais aussi par le traitement cortisonique, qui est un facteur de risque bien connu d'ostéonécrose aseptique. Donc ça peut être une dernière question d'un dossier lupus. Les complications musculaires, myalgie, myosite, les complications neuropsychiatriques, comment ne pas penser au lupus devant une épilepsie de la femme jeune ou un accident vasculaire cérébral de la femme jeune, thrombose artérielle classique dans le cadre des AVC en association à un SAPL. Difficulté des complications psychiatriques du lupus, puisqu'elles peuvent être aussi attribuées au traitement par corticoïdes, notamment pour le syndrome confusionnel, le syndrome délirant. Donc difficultés diagnostiques et thérapeutiques. Les complications hématologiques sont déjà sorties pour ce qui concerne l'anémie hémolytique auto-immune. Anémie hémolytique auto-immune qui doit faire penser à un lupus érythémateux disséminé chez un jeune ou à une lymphopathie proliférative B chez un sujet plus âgé. Parfois dans le cadre d'un syndrome d'Evans associé à une thrombopénie. Parmi les complications hématologiques, pensez à la possibilité d'une MATS, microangiopathie thrombotique, rare mais qui est toujours possible. Avez-vous oublié les autres complications? C'est quand même relativement moins important, mais ça peut exister. Les complications digestives sous forme de pancréatite, d'acite, d'entérite. Les complications veineuses sus-hépatiques avec but-carie, thrombose de la veine mésentérique ou de la veine porte, favorisée par un SAPL. Enfin, les complications ophtalmologiques, dont le plus intéressant est quand même le syndrome de Gougerot-Sjögren, très souvent associé à des connectivites. Donc voilà, cette liste infinie de complications lupiques. Je pense qu'en D3, c'est important de le savoir, d'avoir cette liste en tête, car le sujet lupus érythémateux disséminé va sortir par le biais d'une de ces complications touchant une femme jeune, et on nous orientera vers le diagnostic par tel ou tel signe fonctionnel associé qu'on a vu au début. En conclusion, je pense que le lupus érythémateux disséminé est la connectivite la plus sortable à l'ECN. Je vous ai dit qu'il fallait l'évoquer à l'occasion d'une de ces complications chez une femme jeune, en donnant de l'importance à des symptômes annoncés comme une photosensibilité, comme un Raynaud ou une alopécie. La néphropathie lupique est en soi un sujet entier du concours, particulièrement tombable. Sur le plan du diagnostic, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les anticorps antinucléaires, qui étaient un test de dépistage à un taux constamment positif, et les anticorps anti-DNA natifs et anti-SM, qui sont un certain type d'anticorps antinucléaires spécifiques du lupus, mais pas constants. Enfin, un autre dossier éventuellement sortable, c'est un dossier de gynéco-obstétrique avec des fausses couches spontanées à répétition qui doit faire penser à un syndrome des antiphospholipides associé au lupus. Pour terminer, vous avez la liste des items abordés dans ce dossier, avec notamment les pathologies auto-immunes et le lupus érythémateux disséminé et les néphropathies glomérulaires. Voilà, je vous remercie.